Merci beaucoup Camille Rollins et Christa Pellissier pour l'animation de ce dernier séminaire de l'année de l'humain sur les enjeux éthiques et la transformation des pratiques enseignantes. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir et de vous écouter pour cette conférence. Très bien, mais merci Nathalie, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis également très heureuse de vous présenter Camille, qui là se trouve du côté de Paris, mais habituellement plutôt du côté de Lausanne. Et nous avons grand plaisir à vous présenter une rencontre, donc Camille et moi-même, sur deux aspects qui aujourd'hui forment non pas, et ce que nous allons vous présenter ne ressemble pas forcément à un article de recherche ni quelque chose qui est de l'ordre de résultats, mais une rencontre avec des disciplines et des questionnements. Donc, ce que vous allez voir, ça représente plus des éléments avec des questions et des hypothèses de réponse, plus que des résultats en eux-mêmes. Je tenais à le dire pour pas qu'il y ait de surprise. Ce que on va vous présenter, ce ne sont pas forcément des recommandations, mais peut-être plutôt une façon de vous faire réfléchir. Alors, nous allons vous faire réfléchir sur, vous voyez, sur la partie droite, vous allez prendre votre voiture ce matin pendant 1 heure et vous allez conduire. Mais on va où? Eh bien, posez-vous la question où vous allez quand vous devenez enseignant et posez-vous la question comment sera votre université dans 30 ans. C'est à cette question que nous avons essayé de répondre avec Camille en mélangeant nos deux aspects, parce qu'aujourd'hui, on va vers quelque chose qu'on appelle l'approche par compétence, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? Et est-ce qu'il n'y a pas des outils qu'on peut mettre en place pour favoriser cette évolution d'une approche que je redéfinirai après par objectif vers une approche par compétence? Et pour moi, cette instrumentalisation qu'on va pouvoir mettre en place à travers nos travaux de recherche, eh bien, elle passe par la réflexion de Camille et ce qu'il va nous présenter autour de l'éthique. Nous sommes dans une construction, elle nous est personnelle, et à travers notre témoignage et notre collaboration, on va essayer de vous montrer en quoi l'éthique, ce sont des questions auxquelles on doit tous répondre pour pouvoir avancer et quelque part construire cette université de demain. Donc, vous voilà partis en voiture. Toujours en petite introduction, je voulais vous dire que je n'ai jamais vu Camille de ma vie. Je crois que je l'ai eu une seule fois en visio il y a 15 jours pour des problèmes techniques. Et pourtant, depuis 1 an, nous avons collaboré, nous avons échangé par écrit. Et aujourd'hui, on en est à un chapitre d'ouvrage rédigé, acté, et une communication internationale. Donc la partie droite, c'est un peu notre histoire. Et entre les deux, il y a quelqu'un qui s'appelle Audrey de Segli, qui est en information et communication, et qui a servi, on va dire, d'entremetteuse, puisqu'elle était à un colloque il y a un peu plus d'1 an et a eu le plaisir d'écouter Camille. Et après son intervention, elle m'a appelée en me disant « Je crois qu'il y a quelque chose à construire ». Donc, avec Audrey, nous étions sur des points tels que le genre, la construction de l'identité personnelle dans l'évolution de chacun d'entre nous et la place que nous avons. Et petit à petit, donc, ces enjeux se sont tournés vers Camille et l'éthique. Et quand Audrey m'en a parlé, je me suis dit, ben oui, l'éthique dans l'évolution de nos pratiques enseignantes, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc voilà, je laisse la parole à Camille pour représenter peut-être cette introduction autrement que la manière dont je viens de le faire. Mais voilà, si tu veux préciser quelque chose. Oui, merci beaucoup, Christa. Oui, effectivement, dire que c'était une belle rencontre par rebond, en fait, puisque au colloque Ludovia, donc autour du numérique, où je participe chaque année, à Aix-les-Thermes, j'avais en 2020 présenté quelque chose sur Armut-Rosa, donc la théorie de l'accélération, de la résonance, et donc Audrey était là. Et à la fin, elle m'a dit, écoute, c'est intéressant parce que dans ce que tu as dit, il n'y avait pas de dimension empirique et il y avait une dimension théorique, qui est moi ce que je fais de façon générale, puisque je fais des approches qui sont plutôt intertextuelles, conceptuelles en général. Et elle dit, mais ça met des mots en fait et des concepts sur des choses que par ailleurs, moi, je peux travailler, peux observer. Et donc, du coup, on a travaillé sur cette idée
d'analyser en fait l'injonction au numérique appliquée aux enseignants au prisme en fait de ce qu'est l'injonction à l'accélération chez Helmut Rosa, tous les trois, et c'était vraiment une belle expérience et des rencontres vraiment disciplinaires. Et en particulier, moi, comment dire, ça a rencontré un souci que j'avais dans ma manière de faire de la philo, c'est d'être vraiment tourné sur la philosophie pratique et appliquée, d'une part, et d'être tourné sur des questions socialement et politiquement vives, contemporaines, d'autre part. Et du coup, cette rencontre-là permettait vraiment de faire ces choses. Et dans ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a un certain nombre non seulement de thèmes dont on s'est saisi, mais de manière dont on s'est saisi de ces thèmes qui en découlent. Merci. Donc, c'était le préambule. Donc, ce que vous allez voir, c'est en fait trois disciplines, des infocoms, de la philosophie, des sciences du langage, des sciences de l'éducation. Donc, vous voyez, on peut même en mettre quatre. C'est des méthodologies qui sont différentes, avec des approches quelque part qui partent du terrain, d'autres qui parlent plutôt de concepts. Et entre les deux, il y a la construction de modèles informatiques et de modèles explicatifs, ou peut-être des modèles qui permettent une instrumentalisation sur le terrain. Et enfin, un troisième point, il y a des formes de résultats. Et ça, aujourd'hui, on peut vous en parler. C'est que ces résultats nous amènent, d'une part, si on part du haut vers le bas, à construire un terrain autrement. Si on part du bas vers le haut, c'est construire des représentations et peut-être des modélisations auxquelles on n'avait pas pensé et remettre en question nos théories. Et au milieu, il y a peut-être une instrumentalisation à construire pour permettre ce va-et-vient constant entre le haut et le bas. Donc voilà, vous êtes partis en voiture et puis vous allez rencontrer, on va dire, trois grands lieux. Dans un premier temps, la partie gauche, ça sera plutôt Camille, qui va reprendre ce qui me semblait important dans le cadre de cette présentation, des termes circulants. Ils sont toujours là, mais réellement ce qu'on y met derrière. Eh bien, avec Camille, nous avons essayé d'identifier des termes qui seraient là et qui auraient sens pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est le petit, comment dire, le petit travail que nous avons commencé, mais aussi peut-être pour vous, puisque à travers cette présentation, l'idée c'est de savoir comment vous, en tant qu'enseignant, vous vous situez et comment vous allez construire à travers cette valeur, cette morale, ces normes et ces règles qui vont quelque part nous arriver dans les années qui arrivent. Dans un deuxième temps, je présenterai une thématique qui est un peu à la mode, qui est l'approche par compétences, qui re-questionne vos pratiques depuis 40 ans. Comment l'université peut-elle affronter, quand je dis affronter, c'est parce que c'est un changement complet de paradigme, une construction qui va, selon moi, bouleverser un peu vos pratiques enseignantes et j'essaierai de vous montrer pourquoi et comment. Dans un troisième temps, on parlera d'une autre notion qui est l'authenticité. Il faut rester authentique, mais avons-nous les moyens de rester authentique dans nos pratiques? Et pour cela, Charles Taylor nous aidera à mieux la comprendre. Et dans un dernier temps, je vous montrerai le côté bien sûr instrumental, c'est-à-dire comment cette authenticité peut prendre forme et surtout comment on peut l'observer, cette authenticité, puisque notre futur travail pourra se situer, si nous le souhaitons, hein, on est toujours dans l'éthique, donc ce sont des choix personnels, à construire cette authenticité et bien sûr à l'observer pour mieux avancer et notamment avoir des pratiques innovantes. Donc dans un premier temps, je laisse la parole à Camille, qui va reprendre quelques notions phares et essayer de poser des différences et on va dire des points communs de manière à nous éclaircir sur ce que c'est que cette éthique. Merci beaucoup, Christa. Et oui, donc je vais essayer. Alors, c'est vrai que présenter comme ça la diapo un peu massive sur les concepts qu'on mobilise, mais donc je vais effectivement essayer de rebondir sur ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, l'éthique, je le précise d'emblée, la manière dont je vais la saisir là, c'est pourrait-on dire l'éthique saisie dans son sens le plus large. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas uniquement dans le rapport de soi à soi, qui n'est pas uniquement une règle qui nous vient d'un dehors social ou d'un dehors culturel, mais qui est dans l'articulation des deux et qui est réellement quelque chose qui nous construit en fait en tant que sujet.
C'est-à-dire qu'un sujet humain, et ça on le verra tout particulièrement dans la partie 3, autour d'une manière de se saisir de cette donnée, qui est celle du philosophe canadien contemporain Charles Taylor, c'est un être qui est plongé dans un monde qui a une dimension à la fois naturelle, culturelle, qui rencontre d'autres personnes et qui ne va pas avoir son comportement simplement régi par l'instinct. Donc, c'est-à-dire qu'il va passer son temps à se poser la question « que dois-je faire ?» d'une certaine manière. Que dois-je faire dans cette situation? Si on reprend la métaphore de la circulation qu'on va filer tout au long de cette communication, quand est-ce que je continue? Quand est-ce que je tourne? Quand est-ce que j'accélère? Alors, il y a évidemment une dimension pratique dans ça. Simplement, voilà, un sujet réflexif confronté à des problèmes concrets. Mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'orientation qu'on veut donner à sa vie, de ce qu'on considère comme étant une vie dans laquelle on peut s'épanouir, de ce qu'on considère comme étant important dans la vie, tout en sachant que c'est des questions qui sont toujours ouvertes. C'est-à-dire le principe de la vie éthique, c'est que c'est un art des nuances de gris. Il y a jamais, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est jamais tranché, c'est toujours des éléments qui sont concrets et c'est complexe. Et c'est dans cette complexité en fait que se déploie ce qu'un auteur comme Marcel Gauchet appelle les conditions de la forme sujet. C'est-à-dire pourquoi en fait on est des sujets humains et pas simplement des objets ou pas simplement des êtres d'instinct. Parce qu'on est en fait dans cette incertitude et que la vie éthique, et pas simplement la recherche instinctive de nourriture, occupe une place très importante dans notre vie. Et que c'est ça qui nous construit comme sujet. Alors, disant ça, ça veut dire que la vie éthique, ça consiste à être confronté à un très grand nombre de situations, à un très grand nombre de choix qui vont nous poser à chaque fois la question des valeurs. Alors, valeur, c'est un terme intéressant puisque on le retrouve, par exemple, dans un mot qu'on emploie beaucoup, qui est le mot d'évaluer. Évaluer, ça peut être à la fois quand on est dans le cadre d'un examen, mais ça peut être aussi quand on compare des prix, ça peut être aussi bien quand on juge de si on a trouvé un film bon ou pas bon, enfin ces choses-là. Donc, dans cette idée de la valeur, on est dans l'idée qu'on va s'autoriser à porter un jugement. Et quand on y réfléchit, c'est des choses qu'on fait tous et toutes toute la journée, à propos d'un film, à propos du temps. Ah, il fait beau, ah, il fait pas beau. On a bien donc une représentation, un point de repère de ce qui est pour nous un beau temps. Par exemple, si on est en vacances et qu'il pleut, on va dire il fait pas beau. Mais peut-être que pour l'agriculteur qui a besoin d'eau pour ses cultures, c'est un bon temps le fait qu'il pleuve à ce moment-là. Donc on a, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on fait, des choix de vie qu'on a fait, un certain nombre de points de repère sur ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, sur ce qu'on va juger positivement, ce qu'on ne va pas juger positivement. Et ce qui est intéressant dans les sociétés contemporaines, et là j'emprunte une formule du philosophe américain John Rawls, qui dit donc les démocraties libérales contemporaines, c'est-à-dire qui sont basées sur les libertés des individus, elles sont marquées par un irréductible pluralisme moral et un pluralisme des valeurs. Ça a été dit aussi par d'autres, de polythéisme des valeurs, on la retrouve chez Max Weber, pareil. Pour autant, on vit dans des sociétés où on n'est pas tout seul et où, d'une certaine manière, on a à s'accorder. On a chacun une vie éthique, on peut chacun avoir des valeurs différentes, plurielles, mais on est aussi dans un cadre commun. Et pendant très longtemps, ce cadre commun, alors bien évidemment, il y a la loi qui permet de garantir ce cadre commun, mais pendant très longtemps, on était dans l'idée que pour qu'une société soit stable, il ne fallait pas seulement qu'elle ait une loi commune, il fallait qu'elle ait une morale commune. Cette morale commune, elle pouvait venir de la tradition, par exemple. Même Jules Ferry, quand il défend sa morale laïque, il dit « mais c'est l'antique morale de nos pères, peu importe de savoir si elle est républicaine, chrétienne, ce n'est pas la question. C'est regardons, sondons dans le bon sens accumulé par des générations et des générations, on verra quelle est cette antique morale. » Alors, je ne vous apprends rien en disant que c'est une conception que la modernité a largement remise en question, notamment l'idée que quand on fait la morale, quand on dit je fais la morale, c'est l'idée qu'on sait mieux que quelqu'un ce qui est bien pour lui, qu'on ne lui laisse pas vivre sa vie éthique comme il veut, mais qu'on dit voilà, ce qui est moral c'est ça, ce qui n'est pas moral c'est ça. Et donc c'est une posture qui est typique de ce qu'on appelle le moralisme et qui est beaucoup remise en cause aujourd'hui.
Donc, c'est sur cette base-là, en fait, que certains proposent de faire une distinction entre l'éthique et la morale. Au niveau du sens fondamental de ces deux notions, la distinction ne se justifie pas forcément. Mais vu que morale, on l'associe souvent à moralisme, à ordre moral, à personne moralisateur, enfin voilà, à une personne moralisatrice, il y a beaucoup de personnes qui disent la morale, c'est ce qui est massif, collectif et qui dit clairement quoi faire. L'éthique, c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, ce qui est plus personnel, l'art des nuances de gris. Le sens des mots, le sens des concepts ne va pas forcément dans ce sens-là, mais on trouve souvent cette distinction-là. Une autre distinction qu'on peut faire, c'est celle de l'éthique et de la morale et de la déontologie. La déontologie, on est plutôt dans l'idée d'arriver à poser un certain nombre de règles, par exemple, qui vont régir une profession, mais ça peut se codifier, c'est un ensemble de bonnes pratiques. Alors que l'éthique ou la morale, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à, comment dire, qu'on ne peut pas tout simplement codifier, en fait. Quand on dit, par exemple, un code de, ben, en bonne rigueur, ce qu'il faut dire, c'est un code de déontologie, parce qu'un code d'éthique, par définition, tous les cas dans leur complexité et toutes les possibilités face auxquelles on peut se retrouver ne peuvent pas être simplement listés dans un code. Alors, cette notion de morale, elle est intéressante, et si je crois qu'il y a une animation sur le diaporama qui permet de le montrer, parce qu'elle fait en quelque sorte le pivot pour comprendre quelle est la spécificité de notre situation contemporaine, moderne, mais surtout hyper moderne, c'est-à-dire pas seulement la modernité sur 5 siècles, mais la modernité telle qu'on la vit plus particulièrement, en particulier technologiquement, depuis une cinquantaine d'années. Pendant longtemps, on est dans l'idée que cette part individuelle qui correspond à l'éthique, aux valeurs, où il y a une part de subjectivité dedans, elle a besoin d'être massivement condensée dans une morale qui va être commune. La modernité dit plutôt, se défie plutôt de ce moralisme-là, laisse plutôt une plus grande part de liberté individuelle dans ces domaines, mais cherche pour autant à construire des éléments de régulation collective autour de deux notions que sont les normes et les règles. Alors, les normes, ça a aussi plusieurs sens. Ça peut être simplement les normes comme régularité, comme récurrence. Quand on dit que quelque chose est normal, au sens de c'est ce qui arrive dans la plus grande part des cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un jugement négatif sur la minorité des cas qui arrivent. Par exemple, on peut dire qu'en débutant le violon, il est normal de plutôt jouer au clair de la lune à 6 ans, mais ça ne veut pas dire que Mozart, qui savait faire plus, on le juge négativement. On dit simplement ce qui est le plus régulier. Dans une conception plus moraliste, normale est utilisée plutôt pour disqualifier ce qui ne rentre pas dans cette norme. Donc, ça a été l'usage pendant longtemps du terme normal. Aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour définir ce que peuvent être des récurrences. Plus intéressant, à mon sens, c'est l'idée de norme comme normativité. La normativité, c'est l'idée, qu'est-ce qui va nous permettre de poser une norme sur quelque chose? À quoi on va se référer pour dire que c'est légitime? Ça peut être, par exemple, la Constitution. Ça peut être, par exemple, les droits de l'homme. Et il peut y avoir des conflits entre les normes. Vous avez sans doute entendu il n'y a pas longtemps un sondage qui a fait beaucoup de bruit. Tant de jeunes pensent que les lois de leur religion sont plus importantes que les lois de la République. Ben là, on est typiquement dans un cas de conflit de légitimité. Il y a une légitimité religieuse, une légitimité politique qui s'expriment dans un cadre de pluralisme, dans le cadre d'une démocratie libérale contemporaine, et les personnes n'y donnent pas forcément la même valeur aux unes et aux autres, et ils ont un rapport différent pour leur propre construction éthique. Donc en fait, quand on parle de normes, on est aussi beaucoup dans la question de la hiérarchie qu'on va mettre entre les différentes normes. Ça, c'est valable au sens juridique, quand on parle de la hiérarchie des normes, mais c'est aussi valable au sens de la vie éthique, c'est-à-dire à quoi va-t-on donner la priorité pour guider comment on va programmer notre GPS? Est-ce qu'on prend l'itinéraire le plus court ou le plus économique? Est-ce qu'on prend celui qui va le moins polluer ou celui qui va éviter les autoroutes parce qu'on n'aime pas conduire sur autoroute? Voilà. Quelles sont les normes auxquelles on va se référer dans ce sens-là? Et de plus, et j'ai été un peu long, je m'excuse d'avoir été long, il va y avoir aussi un certain nombre de choses qui ne dépendent pas
en fait, de l'éthique et des évaluations éthiques de chacun, qui sont simplement les règles, les lois. Et, comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est-à-dire qu'on essaye de définir là quel est le cadre légitime qu'on peut donner aux individus qui devront respecter quoi qu'ils en pensent éthiquement. Par exemple, on peut penser que ce n'est pas bien grave de faire telle ou telle chose qui sont interdites, que ce n'est pas bien grave au plan moral de faire telle ou telle chose qui sont interdites, pour autant c'est interdit. On peut penser que ça fait partie de notre éthique de désobéir pour protéger la planète, par exemple, mais si on viole la loi, ça reste illégal. Donc, il y a cette dimension-là de la règle comme loi, mais la règle, elle peut aussi avoir d'autres sens, c'est-à-dire la règle comme en épistémologie, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de progresser vers l'élaboration de connaissances scientifiques, la règle comme méthode, et au fond, il y a ici une tension entre la règle comme ce qui relève de la légalité du droit et la règle comme ce qui relève de la rationalité, c'est-à-dire un certain nombre de règles qu'on doit suivre pour pouvoir dire des choses qui sont logiques, pouvoir dire des choses qui ne sont pas contradictoires. Et d'une certaine manière, et je terminerai là-dessus sur cette diapo, notre individu contemporain, et donc les jeunes qu'on a en formation en particulier, ils vivent dans un monde incroyablement complexe à comprendre, y compris du point de vue cognitif, de l'articulation des hiérarchies de normes, des légalités et des rationalités, et où on leur demande sans doute plus que jamais d'être autonomes, d'accéder à une forme d'autonomie morale, c'est-à-dire de répondre par eux-mêmes aux grandes questions éthiques, et pas de recevoir simplement, d'intégrer normativement une réponse qui leur est fournie socialement. Donc du coup, c'est sur cette base compréhensive-là qu'on peut avancer sur un certain nombre de points qui vont être au cœur de la suite de notre présentation. Merci Camille. Sur cette diapositive, je soulignerai encore une fois, et tu l'as très bien fait, le côté individuel et collectif, et le côté obligation et le côté personnel qui apparaît. C'est-à-dire que dans les changements de paradigme qui vont s'opérer dans les années qui arrivent, avec notamment l'approche par compétences, on va remettre, comme Camille le disait précédemment, l'étudiant au cœur de son propre comportement, et de ses propres choix et de sa propre évolution. Donc souvenez-vous, vous rentrez dans un amphi, vous parlez pendant 1h30, vous quittez l'amphi, et bien dans l'approche par compétence, tout cela s'est terminé. Vous allez regarder l'individu, et quand je dis l'individu, c'est chaque étudiant fonctionnant tout seul, mais aussi fonctionnant en groupe et fonctionnant avec vous, pour pouvoir lui attribuer, et là je reprends un terme utilisé par Camille, c'est évaluer ou donner des valeurs au travail, qui soit collectif ou individuel de chacun. Donc pour être plus précise, je vais essayer de vous présenter, même s'il y en aurait pour très longtemps, l'approche par compétence, en essayant de reprendre les points que vous a présenté Camille. Et l'approche par compétence, retenez d'entrée que c'est une approche de l'individu et plus d'un collectif, tel que vous l'avez perçu jusqu'à présent. On est plutôt sur qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux, et à partir de là, je t'accompagne dans un parcours personnel. Donc cette approche par compétence, c'est un cadre de référence, elle n'est pas nouvelle. Elle est même relativement vieille, hein, ça fait 40 ans qu'on en entend parler. Elle va vers l'idée que le monde professionnel, il est bien réel, et que nous, nos cours, ils sont peut-être un peu déconnectés d'une réalité. Alors, ils sont déconnectés d'une réalité parce que on segmente les savoirs. On a cours de français, cours de mathématiques, cours de physique. Et des fois, l'étudiant, ou peu importe l'apprenant en général, il a du mal à trouver du sens. Pourquoi est-ce que de 8 à 9, il a un cours de maths qui n'a rien à voir entre 9 à 10, un cours de physique? Eh bien, cette approche par compétence, elle remet du sens en posant le terrain, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde professionnel et les activités professionnelles, au cœur du problème. Et plus particulièrement, elle laisse du temps à l'individu d'évoluer. Souvenez-vous ce que Camille vous a dit, la première chose dans l'éthique, c'est la construction de l'individu. Et cet individu, il est personnel. On est dans une démarche personnelle. Et malheureusement, nos programmes, eh bien, ils sont collectifs. Donc, à nous de reconstruire ce côté individuel à travers l'approche par compétence pour donner du sens aux raisons pour lesquelles nos étudiants sont venus dans nos amphis ou sont venus en cours, et bien sûr pour leur permettre
de développer leurs propres compétences et bien sûr leur propre métier derrière. Donc voilà, donc cette approche par compétence, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle vise à arrêter de segmenter des savoirs, donner du sens pour l'individu qui perçoit la formation et lui donner les moyens de respecter son rythme de développement. Bien sûr, beaucoup de théories se sont succédées depuis 40 ans. On dirait qu'il faut arrêter de transmettre de l'information, mais s'attarder sur les capacités d'action d'un individu. Chacun d'eux est différent. Et bien sûr, cela se fait dans un cadre particulier qu'on appellera des situations. Et ces situations sont extraites de l'univers professionnel, ou on va dire le monde professionnel en général. Jusqu'à présent, nos étudiants, nous les formions, et puis en fin d'année, on les envoyait en stage. Tu m'as appelé, je vois. Ah, oui. Non, j'étais avec Jonathan parce qu'il a amené Anaëlle faire un test parce qu'elle avait un cas Covid dans sa classe, mais elle est négative. Tout va bien. Alors, donc, il me téléphonait, parce que je devais aller la chercher ce soir, donc il me téléphonait qu'elle était bien négative. Chantal. D'accord. Bon. Alors, l'idée, c'est bien sûr de regarder les capacités d'action d'un apprenant, c'est-à-dire qu'on va devenir observateur. Et ça se fera dans des situations nouvelles. Donc, imaginons que l'étudiant, il n'aille pas en stage, mais que le stage, dès le 1er septembre, vienne à l'étudiant. Bon, en attendant, dis-moi quelle tapisserie tu veux. Quel type? Alors, attendez, je vais peut-être résoudre le problème. Oui. Oui. Tu ne peux pas couper le micro de Chantal, s'il te plaît? Oui, je peux le faire. Est-ce que tu as une référence, toi? Parce que tu as un... Ben voilà, c'est ça. Vas-y, donne-moi la référence. Vas-y. Il faut peut-être que j'arrête le... Attends. Attendez, bougez pas, c'est bon, j'ai arrêté le partage. 35. Attends, je l'appelle. Bon. Non, c'est bon, j'ai résolu le problème, mais je ne pouvais pas faire le partage. Voilà, excusez-moi. Donc, je reprends. Oui, l'idée, c'était de dire que nous allons observer l'étudiant en situation nouvelle. C'est-à-dire que le professionnel va pouvoir venir dans vos amphis et poser une complexité de situation. Et c'est à partir de cette situation que l'apprenant, enfin l'étudiant, va pouvoir agir. Et en fonction de ces agissements, nous, enseignants, on va pouvoir l'accompagner par des cours, des supports et toutes les ressources dont il a besoin pour résoudre la situation. Donc, on est dans un renversement de situation. Avant, on dispensait, on mettait l'étudiant en situation professionnelle. Là, c'est la situation professionnelle qui vient à nous pour permettre à l'étudiant, en quelque sorte, de résoudre au fur et à mesure des situations de plus en plus nouvelles pour lui. Donc, d'un point de vue de la recherche, on peut se questionner sur qu'est-ce que c'est que cette compétence. Alors là aussi, de nombreux écrits sont vraiment importants. Hein. On l'identifie plus particulièrement, c'est la définition qui est retenue en majorité, c'est un savoir-agir complexe qui combine des ressources intérieures, quel que soit l'étudiant et quel que soit son âge, entre 0 et 18 ans ou 20 ans, eh bien, il a une histoire et il a rencontré des gens et il a fait des choses. Donc tout ça, ce sont des ressources intérieures qu'il faudra mobiliser il mobilisera lorsqu'il aura une situation problème à résoudre. Et on va essayer à travers nos cours de l'accompagner dans le développement de ces ressources pour qu'il résolve tout seul cette situation. Donc c'est une réflexion qui nous a poussé à avoir on va dire, faire un état de l'art de qu'est-ce que c'est que cette compétence. Alors, de nombreux auteurs pensent que c'est pas si facile que ça à définir. C'est quelque chose qui est dans le temps, qui se déroule dans le temps, qui est extrêmement personnel et qui va demander, lorsqu'on veut développer une compétence, un engagement de la part de la personne. Et cela, c'est important parce qu'il s'agit de l'observer et de l'accompagner. Mais s'il ne s'engage pas, on ne peut pas l'observer et l'accompagner dans sa résolution de problème. Ainsi, le travail que nous avons réalisé pour l'instant est de dire cette compétence-là, puisqu'on parle d'approche par compétence, qu'est-ce qu'elle veut dire réellement depuis 40 ans? Donc, entre 90 et 2002, on a énormément d'articles qui portent sur la notion de compétence. Entre 98 et 2002, qui sont les plus grosses années, on a 300 articles par an.
Et puis, j'ai fait une synthèse. Alors, je l'appelle la roue de la compétence. Et je ne crois pas qu'elle soit complète. Il y a plein de rayons dans une roue et elle avance. Mais cependant, ça vous permet de voir toute la complexité de ce que c'est que cette compétence-là. Donc, comme Camille vous l'a dit, on prend dans les théories la notion de compétence comme un sujet. Le sujet qui a des ressources et qui a des capacités. On va avoir des niveaux, on va avoir des composantes. Et tout ça va s'organiser dans le temps sur les 40 dernières années. Donc voilà, je ne vous demande pas de retenir l'ensemble des références que j'ai mis là, et encore, la roue n'est pas complète, mais c'est pour vous donner et vous faire prendre conscience toute la complexité de ce que c'est qu'une compétence et comment on va pouvoir, nous enseignants, développer chacune de ces compétences chez nos étudiants. Je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un paradigme de changement et peut-être que par nos travaux de recherche avec Camille, on peut participer à instrumentaliser cette compréhension de ce changement et peut-être mettre en place des changements. Donc, on retrouve à travers tous ces exemples-là l'idée d'obligation, on va dire, de normes, hein, puisque on a des programmes qui nous sont imposés. On a aussi le côté de la morale. Qu'est-ce que je tolère en tant qu'enseignant et qu'est-ce que je ne tolère pas sur les compétences que je vais développer et les situations, problèmes que je vais mettre au cœur de mes enseignements. Et d'un autre côté, on va se poser la question sur peut-être qu'il y a quand même des règles collectives à respecter. Peut-être que je ne peux pas tout faire tout seul. Peut-être qu'il y a un aspect collectif et individuel. Et tout ça, c'est de la négociation. Donc voilà pour la notion de compétence, elle est complexe et pourtant, dans l'approche par compétence, on va développer des compétences au niveau de nos étudiants. Et puis pratiquement, voilà, je reviens à nos programmes qui nous sont imposés, nos programmes qui, quelque part, on s'y raccroche tous, hein, nos maquettes. Eh bien, dans l'approche par compétence, la première chose qu'on va identifier, ce sont des métiers. Alors là, ce n'est qu'un exemple, hein, parce qu'il fallait bien que j'exemplifie ce que je vous raconte, mais un référentiel de compétences, c'est le premier élément qu'on va produire lorsqu'on est dans l'approche par compétences. Et on va identifier des métiers. Et à partir de ces métiers, on va identifier, on va dire, entre 4 et 6 grosses compétences. Vous les avez, c'est un exemple sur la gauche. Donc, je vais l'aider à comprendre, je ne suis plus professeur de mathématiques ou de physique, je suis professeur de comprendre, professeur de concevoir, professeur d'exprimer, développer ou entreprendre. Et par tous les cours ou tout ce que je vais dispenser, je vais quelque part évaluer l'étudiant sur ce qu'il fait et ce qu'il pense de son action par rapport à ces 5 compétences. On peut relever qu'elles s'énoncent par ces compétences par un verbe. Être capable de savoir, comprendre, concevoir. Comme si le développement de la compétence passait par de l'activité. Et c'est un des fondements. On n'est plus dans l'écoute, mais on est dans l'action et la réflexivité associée à cette action. Plus particulièrement, je continue sur ce référentiel de compétences, il a des composantes. Alors, ces composantes, c'est je dois savoir, moi apprenant, je dois comprendre en intégrant les enjeux humains, écologiques et éthiques de la situation et de la société dans laquelle je vis. Je dois savoir comprendre en restituant des résultats de manière synthétique. Là, je peux prendre appui sur des cours, mais aussi sur ce que j'ai fait antérieurement dans le cadre, par exemple, associatif. Peut-être que je suis arrivée dans une association et j'ai pris des notes et j'ai synthétisé et j'ai rendu ce compte-rendu à l'ensemble des membres de l'association. Bien peut-être que là, j'ai compris des situations professionnelles et j'ai restitué de manière synthétique des choses qui n'avaient rien à voir forcément avec mon métier futur, mais peut-être dans le cadre associatif, j'y trouverai un développement de compétences qui me permettra de mieux approfondir, bien sûr, les situations et de mieux les comprendre et les résoudre. Et puis, dans ce référentiel de compétences, on a des situations professionnelles. Bien sûr, comme je vous le disais, l'idée, c'est que la situation professionnelle vienne à l'étudiant et que l'étudiant n'aille plus à la situation professionnelle. Donc, il y en a des quantités différentes, ça n'a pas d'importance. L'important, par contre, c'est qu'ils soient en situation complexe. Et le deuxième terme que j'utiliserai et que Camille aura l'occasion de reprendre tout à l'heure, c'est l'authenticité.
On n'est pas dans « je crée un environnement artificiel », je mets l'étudiant dans une situation réelle, concrète, qui lui permette de réfléchir sur ce qu'il veut, lui, ce qu'il peut, lui, et quand il ne peut plus, eh bien, il va chercher des solutions. Dernier point de ce référentiel de compétences, il est lié à des, on va dire, des moyens qu'on appelle des apprentissages critiques. Ces apprentissages critiques, là aussi, vous repérez, ils sont sous forme de verbes. C'est-à-dire que lorsque je propose un cours en lien avec une situation particulière professionnelle, je vais faciliter ou lui permettre à cet étudiant d'appréhender un contexte, d'évaluer quelque chose, d'extraire quelque chose, d'interpréter quelque chose. Donc, ce n'est pas moi en tant qu'enseignant qui fait, c'est l'individu, chacun d'entre eux, qui va proposer une solution face à une situation. Et puis, par rapport à ce référentiel de compétences, donc on va dire que ça, c'est la règle, hein, ce que Camille nous a proposé tout à l'heure. Ce sont nos obligations, ce sont nos programmes. Et puis, il y a ce qu'on appelle un référentiel de formation. Là, ce sont les moyens que nous avons pour, quelque part, permettre à la construction de ces compétences, de chacune de ces compétences chez les apprenants. Donc, on a des ressources. Hein, il s'agit de proposer un cours qui, selon vous, va pouvoir être utilisé par l'étudiant pour résoudre le problème que vous lui avez posé en par exemple, début de semestre. On a des petites situations d'apprentissage et d'évaluation où là, régulièrement, on va faire le point avec lui en lui disant « T'as fait quoi comme démarche? T'en es où de tes résultats? » Ou pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi tu n'en as pas fait un autre? » Et là, ces situations-là, compte tenu que cette évaluation-là se fait à plusieurs enseignants, il ne s'agit pas de poser la question en tête-à-tête, comme on aurait pu le faire jusqu'à présent, mais peut-être plus avec un professeur de comprendre, hein, de concevoir, d'exprimer ou de développer, eh bien peut-être mieux cerner les besoins de l'utilisateur, c'est-à-dire en l'occurrence l'étudiant, par rapport aux ressources qui lui sont disponibles. C'est pour ça que je parle d'utilisation. Les ressources ne sont que des objets. Et l'apprenant est là pour picorer, construire peu à peu quelque part son parcours et son chemin personnel. Donc cela ne se fait pas exclusivement avec une seule voix, celui d'un seul enseignant, mais peut-être plusieurs. Et enfin, le dernier point, et non pas le plus facile, c'est à la fin d'une situation, c'est-à-dire en fin de semestre, en fin d'année, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as procédé durant ces 6 derniers mois? Qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que tu as obtenu et comment tu aurais pu obtenir un meilleur résultat? Et cela se forme par un portfolio, c'est-à-dire un support de construction personnelle, où chacun va pouvoir dire comment il a évolué, comment lui, vous voyez, j'ai fait un lapsus, comment il a évolué entre septembre, par exemple, et janvier de l'année d'après. Exemple, hein, donc on n'a plus des cours magistraux, je vous le disais. Dans un premier temps, on fait réfléchir les apprenants en situation. Dans un deuxième temps, on leur fait coller des post-it et on les fait réfléchir sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Dans un troisième temps, on leur fait synthétiser des actions sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et dans un quatrième temps, ils formulent aux copains, et ça, c'est l'évaluation par les pairs est très importante, ils formulent aux copains leur modalité d'interprétation de ce qu'ils ont vécu. Et bien sûr, ils attendent des retours. Donc, on est dans l'échange et pas dans l'évaluation, tel que Camille a pu le dire tout à l'heure. Voilà, il s'agissait à travers ces 2 premières parties, de planter le décor sur les 2 objets qu'on va faire rencontrer. Et je laisse la parole à Camille qui va nous parler maintenant d'authenticité, puisque là, il s'agit d'être chaque individu soit lui-même, mais en plus qui rentre dans une authenticité qui est la sienne, et non plus la nôtre en tant qu'enseignant. Merci beaucoup, Christa. Du coup, oui, comme ça a été dit, hein, et comme c'est dit, je te laisse passer la slide. Pardon, excuse-moi. Même si on ne peut pas, dans ce cadre, prétendre être dans une logique applicationniste, c'est-à-dire de prendre une théorie philosophique et puis de la décalquer stricto sensu sur des pratiques, on peut avoir besoin, encore une fois, d'un GPS, quelque chose qui va nous aider à nous orienter dans ce qu'on va essayer de faire là.
Et la proposition que je voulais vous faire et qu'on voulait vous faire avec Christa, c'est de dire que dans l'œuvre du philosophe canadien Charles Taylor, et notamment sa pensée de l'authenticité, il y a des choses qui peuvent nous aider à faire ça. Alors, je présente un peu rapidement Charles Taylor. Un de ses livres les plus célèbres s'appelle « Les sources du moi ». Et ce qui l'intéresse, c'est la manière dont se construit le sujet moderne, cette pensée du sujet moderne. D'où ça vient, en fait, cette manière spécifiquement moderne et occidentale, en grande partie, d'être un sujet humain. Et la pensée de Taylor, alors elle est très complexe, donc je ne vais pas tout résumer évidemment, mais elle est intéressante parce qu'elle est à la fois centrée sur le sujet, ce sujet humain en devenir, mais elle n'est pas ce qu'on appelle atomiste, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas les humains comme des atomes indépendants les uns des autres, indépendants de leur contexte, indépendants de leur culture. Elle considère le sujet humain comme, il a une jolie formule en anglais là-dessus, il dit l'humain, c'est ce qu'il appelle un self-interpreting animal. C'est un animal qui passe sa vie à s'interpréter lui-même et qui s'interprète lui-même, en fait, sur la base de ce avec quoi il peut rentrer en relation. Donc, ça peut être à la fois des intersubjectivités avec d'autres sujets humains, ça peut être avec des héritages culturels, ça peut être avec des héritages historiques. Et Taylor nous dit, en fait, d'une certaine manière, ce sujet moderne, toutes les questions qu'on est en train de se poser là ce matin, ce n'est pas une malédiction qui nous est tombée sur la tête qui fait qu'on a à se les poser, c'est une histoire qu'on peut retracer, une histoire notamment des idées, où il y a à la fois le rationalisme inspiré de Descartes, l'humanisme, l'idée d'authenticité, l'idéal de reconnaissance, enfin un grand nombre de choses qui, d'une certaine manière, nous posent ces questions en tant que modernes. Vous le savez peut-être, mais Kant, il y a deux citations célèbres de Kant, une qui dit que la question « qu'est-ce que l'homme » permet de traiter toutes les autres questions de la philosophie, en fait, la question qu'il appelle anthropologique, et une autre phrase qui dit que l'homme ne devient homme que par l'éducation. D'une certaine manière, si on essaie de faire de la philosophie de l'éducation avec Charles Taylor, on retrouve un peu ces deux questions, c'est-à-dire qu'est-ce que l'humain moderne, et donc qu'est-ce que c'est que cet humain qu'il s'agit de devenir par l'éducation. Voilà. Et Taylor définit lui-même son projet comme celui d'une anthropologie philosophique de la modernité. Donc, il utilise des outils très variés, puisque ça va aussi bien des sciences du langage à la philosophie, de l'histoire à la sociologie, c'est très varié, pour comprendre ce que c'est que cet humain moderne et cet humain qu'il s'agit de devenir. Alors, à ma connaissance, la philosophie de l'éducation de Charles Taylor a été peu explorée en France. Moi, j'ai un papier sous presse qui fait un peu une synthèse là-dessus. Mais, me semble-t-il, la synthèse la plus riche de sa philosophie de l'éducation, on la doit à Anthony J. Palma, dans un ouvrage de 2014 en anglais qui n'a pas été traduit, sur la philosophie de l'éducation de Taylor. Et dans cet ouvrage, il dit un certain nombre de choses que je vais essayer de présenter succinctement sur cette diapo. Donc, il présente tout d'abord l'authenticité chez Taylor, et ça d'autres l'ont présenté comme la capacité de trouver une manière réellement sienne d'être humain. C'est-à-dire que l'être humain étant cet être qui s'interprète lui-même, tous les êtres humains sont voués à faire cette tâche-là, mais chacun a sa manière spécifique d'être lui-même. Et pour Taylor, alors ça peut se discuter, je ne rentre pas dans la discussion critique, mais le but de la vie, c'est de trouver la manière authentiquement sienne d'être humain et de chercher à y être fidèle au niveau de son rapport à soi et de chercher à la faire reconnaître comme étant digne au niveau du rapport au collectif. Donc on est bien dans l'idée d'un dialogue permanent entre l'individuel et le collectif, entre le sujet et les autres sujets, entre ce self-interpreting animal et ce que Taylor appelle des background pictures, des images contextuelles sur le fond duquel sa trajectoire se déploie, et avec l'idée d'une construction authentique. Donc, pour donner quelques repères, ça accepte donc l'individualisme moderne, au sens que le but ultime, c'est l'épanouissement de chaque individu humain, le but ultime de la vie et des sociétés humaines, mais ça refuse, chez Taylor, l'idée qu'on ne puisse pas trouver de guide
de guide intérieur, j'allais dire, dans cette logique-là. Pour lui, il y a un idéal, la poursuite d'un idéal qui guide notre route, qui est notre GPS, encore une fois, qui est la poursuite de cet idéal d'authenticité. Et donc, Palma identifie sept contributions décisives de Taylor pour une philosophie de l'éducation contemporaine qui rencontre sur beaucoup de points ce que Christa a pu présenter au titre de l'approche par compétence. La première approche forte, c'est l'idée de continuité, c'est-à-dire l'idée, nous sommes des modernes, nous sommes arrivés là portés par une histoire qui est celle de la genèse du sujet moderne, il faut la connaître, l'apprivoiser et la continuer d'une certaine manière. Donc il y a cette idée que oui, effectivement, la situation d'incertitude éthique, c'est très pénible dans beaucoup de cas dans la vie, mais entre guillemets, c'est notre lot que de continuer à nous y confronter en tant que modernes. Le deuxième point important chez Taylor, c'est l'idée des interactions entre le sujet et le monde. Et d'une certaine manière, c'est là qu'il développe son idée de self-interpreting animal, il va plaider en fonction de ce qu'il appelle un certain réalisme épistémologique, mais à la fois l'idée que le sens, la construction de sens, ne se limite pas à ce qu'on peut vérifier empiriquement. C'est-à-dire que dans ce qui nous permet de comprendre le monde autour de nous et de nous y orienter, il y a bien sûr des choses qui peuvent être evidence-based ou randomisées ou des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rejeter ces choses-là, mais il faut à la fois pas considérer qu'elles sont exclusives. Dans la pensée de Taylor, donc comme nous le montre Palma, dans sa pensée de l'éducation, il y a aussi une très forte critique de ce qu'on appelle le scientisme, ou l'idée d'applicationnisme, l'idée qu'on va pouvoir trouver une méthode, qu'on va faire un plan en 14 points à suivre exactement dans l'ordre et que ça marchera pour tout le monde à coup sûr. Voilà. Taylor, en fait, commence sa carrière philosophique comme critique du behaviorisme, en fait, quand il fait sa thèse en Angleterre à la fin des années 50, début 60. La quatrième contribution importante est le rôle, tout en ayant un individualisme normatif, c'est-à-dire l'idée que l'épanouissement de chaque individu humain et le fait qu'il puisse être authentique et être reconnu dans son authenticité, c'est le but ultime de la vie humaine en société. Mais pour autant, il insiste sur le fait que pour ça, les ressources qu'on peut trouver dans la communauté ou les différentes communautés dans lesquelles l'individu va pouvoir évoluer sont tout à fait décisives. Donc, il s'intéresse en particulier à la manière, donc là je cite Palma, dont le contact entre l'enseignant et l'étudiant, l'expression des sentiments spontanés, le débat intellectuel rigoureux au sein d'une communauté peut permettre à ces sujets de se construire, d'être confrontés à des choix éthiques, d'être confrontés à des ressources qui vont leur permettre de se construire comme sujet. Donc, il est encore une fois pas dans l'idée du holisme normatif, c'est-à-dire l'idée de dire il y a le groupe et les intérêts des individus doivent être sacrifiés au bénéfice du groupe et les particularités ne doivent pas être prises en compte. Il n'est pas du tout dans cette logique-là, mais il est dans l'idée que la communauté constitue une base de ressources absolument, absolument importante, notamment pour développer des compétences, pour faire le lien avec ce que Christa disait. La cinquième contribution qui est importante, c'est là, et là on retrouve aussi des champs qui préoccupent non seulement Christa et puis beaucoup de personnes qui sont ici, c'est son importance sur le lien entre langue et intersubjectivité. Là, je cite encore Palma, la langue est pour Taylor ce qui crée le lien commun de compréhension entre ceux qui la partagent, apporte une cohésion à la société dans laquelle elle s'inscrit et reflète une vision particulière du monde. En ce sens, la langue est en fait le cœur et l'âme d'une culture. Et donc, c'est dans l'idée de Taylor, en accédant à la compétence d'interlocuteur, quelqu'un qui peut parler avec les autres en tant que sujet, qu'on construit ce qu'il appelle son ontologie morale, c'est-à-dire comme personnalité morale, comme sujet moral. Ce que Palma identifie comme sa sixième compétence, son sixième apport très important, c'est l'idée d'une éducation qui est capable de faire leur juste part à la fois à la transcendance et à l'immanence. Taylor a écrit son autre grand bouquin très célèbre qui s'appelle L'âge séculier, et il s'intéresse en fait en particulier à ce qu'on appelle le phénomène de sécularisation. Et il dit d'une certaine manière, pendant très longtemps, les individus étaient mis dans des contextes tels qu'ils étaient très ouverts à la transcendance. Ça pouvait être essentiellement la transcendance religieuse, mais pas uniquement. Et aujourd'hui, on est dans des contextes qui tournent davantage les gens vers le fait de privilégier l'immanence.
Et ce que dit Taylor, c'est qu'en fait, au fond, une société riche et une société qui permet à chacun de se construire comme individu authentique, c'est une société qui est hospitalière à la fois à la transcendance et à la fois à l'immanence, et qui est capable de ménager le plus possible de zones de dialogue et de zones d'intercompréhension entre les deux perspectives. Et pour lui, les institutions académiques, les écoles, doivent faire partie de ces espaces précieux. Donc là, je lis à nouveau une citation de Palma, tout en précisant que chez Taylor, il parle de personnes poreuses à la transcendance ou de personnes isolées à la transcendance. Et quand il emploie, en anglais, c'est buffered. Donc, buffered, c'est isolé, comme quand on dit qu'un logement est bien isolé, d'une certaine manière. Donc, il dit, donc je cite Palma, une école, un collège, une université poreux, ouvert à la transcendance, est susceptible de produire un étudiant poreux, tout comme une école et un collège et une université isolés, fermés à la transcendance, est susceptible de produire un étudiant isolé. La culture académique doit prendre en compte la pluralité des positions spirituelles, donc il les énonce, théisme, déisme, agnosticisme, athéisme, sécularisme, humanisme, etc., rapports différents à la métaphysique. Les étudiants devraient avoir l'espace nécessaire pour s'exprimer dans les discussions en classe, leurs engagements spirituels et ou non spirituels particuliers. Donc il n'exclut pas les ressources éthiques des transcendances, mais il ne dit pas que ce sont les seules ressources éthiques que nous avons. Voilà. C'est ce qu'il appelle les sources de la vie morale. Et le dernier point assez décisif des contributions de Taylor dans ce domaine, telles qu'elles sont pointées par Palma, c'est son rapport au multiculturalisme. Il est surtout connu en France, Taylor, comme théoricien de multiculturalisme, parce qu'il a écrit un livre important là-dessus. Mais il ne faut pas se tromper quand on étudie ce que dit Taylor là-dessus. Pour lui, le multiculturalisme, ce n'est pas simplement vivre chacun dans son coin sans se croiser, c'est au contraire une exigence de compétence accrue dans la compréhension de l'autre, dans la capacité d'entrer en dialogue avec l'autre et de comprendre ce que peut être sa position, sa forme d'authenticité, sa forme de vie, puisque, en fait, il vise ce qu'il appelle une diversité profonde, deep diversity, avec comme objectif l'accroissement des compétences d'intercompréhension pour un horizon d'intercompréhension accru. Et il pense, je cite une dernière fois Palma, que la compréhension interculturelle est indispensable dans les sociétés pluralistes. L'élément logique est donc qu'elle l'est également dans l'éducation moderne. Donc être capable de saisir cette idée que l'authenticité n'est pas la fermeture stricte sur ce qui vient de sa culture, par exemple, mais à la fois, d'une certaine manière, savoir d'où on vient et savoir comment on s'est construit en tant que sujet par rapport à notre culture, mais pour n'être que mieux capable de rentrer en dialogue avec les autres formes de culture. Et donc, je conclus sur cette diapo, en m'excusant d'avoir été un peu long, sur une synthèse proposée à nouveau par Palma sur l'horizon de ce qu'est une éthique de l'authenticité selon Taylor appliquée à l'éducation et à la formation. Donc, je cite, « Une éducation pour des esprits et des cœurs culturellement divers, ancrés dans la reconnaissance humaine, historique et épistémologique, démocratiquement ouverte à la fois à l'immanence et à la transcendance, est la véritable vocation de la pensée éducative de Charles Taylor. » Donc, on a quelque chose qui ne nous donne pas de point de départ, ne nous donne pas de destination, mais nous aide à circuler, si je peux reprendre cette métaphore. Et sur cette base-là, on peut considérer qu'on est sur une forme de grand rond-point dans la vie éthique, où on rencontre des situations, des problématiques, où chacun de ces 7 apports de la pensée de Taylor peut nous être utile pour choisir quand bifurquer, quand accélérer, quand freiner, quand sortir ou rentrer du rond-point. Merci Christa. Je t'en prie, merci. Oui, l'idée, c'est que ce rond-point, en fait, il serve de questionnement à vos pratiques enseignantes lorsqu'elles vont être modulées. C'est-à-dire qu'on a bien conscience, et Camille l'a bien présenté, que ces points éthiques sont importants, que les questionnements sont importants, mais qu'on ne peut pas tout prendre en compte tout le temps. Inlassablement, de manière instantanée, peut-être ce sera avec du temps aussi, d'une partie de continuité, prendre en compte l'interaction, les aspects pluriculturels, les aspects langue et les diversités. Donc, le rond-point est là aussi pour vous rappeler qu'il ne s'arrêtera jamais
et que peut-être à un moment donné, vous déciderez dans vos pratiques, ou que ce soit enseignante ou apprenante d'ailleurs, hein, de vous arrêter un petit moment pour vous questionner sur ces points-là. Parce que ce que disait Camille, c'est d'abord l'éthique, c'est une histoire d'individu. Donc, se poser des questions soi-même et quelque part s'attarder sur le problème, c'est déjà pas mal et c'est le début d'une démarche éthique. Pour revenir à des choses un peu, on va dire, un peu plus on pourrait dire concrètes, mais qui va tout à fait dans la poursuite, je reprends une théorie qui est faite par des Belges qui ont déjà mis en place l'approche par compétence pour vous montrer ici l'idée d'authenticité et en bas de proximité. C'est-à-dire que l'authenticité est au cœur de la démarche par compétence. On est authentique parce qu'on se questionne sur tous ces points. Et on met en place une démarche d'éthique lorsqu'on se questionne sur chacun de ces points. Et on a, donc ça c'est la partie authenticité, et on a bien sûr la proximité avec le monde réel. Donc on a d'un côté les questionnements qu'on vient de voir, et de notre côté, une proximité des métiers et des actions réelles et concrètes. Donc, quelque part, chaque fois qu'on se questionne, il faut toujours que ça soit dans un contexte réel pour nous donner du sens. Souvenez-vous, l'approche par compétence, elle donne du sens à l'action de l'individu, et j'ai bien dit de l'individu, et pas à un collectif qui est des règles qui nous sont imposées, mais peut-être plus à qu'est-ce que c'est que moi je veux ou comment je perçois la situation et comment je peux agir tout en respectant ou en voyant cette authenticité dans le cadre de cette situation. Voilà, dernier petit point, et il sera un petit peu moins long que les précédents. On a parlé de Taylor et de l'éthique dans l'authenticité. De l'authenticité. Là, on va voir l'éthique dans l'authenticité en se posant la question, mais est-ce que je peux proposer, moi en tant que chercheur, des instruments pour observer? Puisque là, on n'est plus dans je transmets, on est dans l'observation et l'accompagnement de chacun des individus. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, juste des choses qui ont déjà été formulées et on va dire testées en situation. Donc, dans l'idée de cette authenticité, la continuité, elle peut être, on va dire, présentée sous forme de tableau, et je ne dis pas que ce soit la meilleure des solutions, bien au contraire, entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Alors là non plus, je ne vais pas lire la totalité, mais avant, dans l'approche par objectif, on rentrait dans des contenus disciplinaires. On regardait nos livres et on les transmettait. Dans l'approche par compétence, eh bien, on regarde le métier et on fait venir la situation professionnelle intramuros. Dans l'approche par objectif, on va rechercher des observables attendus. Je donnais un cours, j'attendais que quelque part dans le cours, je retrouve les éléments que j'ai transmis. Or, dans l'approche par compétence, eh bien, on va regarder ce qui est traité par l'individu. On va proposer des situations et on va regarder ses modalités de traitement et plus exclusivement le résultat. Dans l'approche par objectif, on va se centrer sur les connaissances. Ces connaissances qui ont été proposées par l'enseignant et qui, quelque part, donnaient lieu à des actions réalisées par les apprenants. Dans l'approche par objectif, on était décontextualisé puisqu'on était en amphithéâtre. On était isolé. Alors que dans l'approche par compétence, on va avoir une démarche de contextualisation. On va donner du sens aux apprentissages puisqu'on va amener le problème au sein de nos enseignements. Dernier point du tableau, c'est la notion de ressources. On a des comportements qu'on attend lorsqu'on est dans l'approche par objectif et ils infèrent des contenus enseignés. Or, dans l'approche par compétence, on va avoir une pluralité de ressources qui sont bien au-delà de nos murs d'université et on va attendre que l'individu formalise quelque chose qui soit fondé sur ses hypothèses pour qu'il puisse résoudre le problème qui lui est proposé. D'autres petits éléments, et je m'en arrêterai là, ce sera le dernier. On a, dans le dernier point du tableau, l'apprenant dans l'approche par objectif était invité à faire part des notions qu'il a retenues, qu'il a mémorisées. C'est bon, j'ai réussi mon examen, j'ai répondu à toutes les questions. Eh bien non, dans l'approche par compétence, il n'y a pas une seule réponse. Il y a une multitude de réponses possibles et à cette réponse est associée beaucoup de doutes. Donc, il faut admettre et quelque part accepter que l'apprenant pense autrement que nous,
puisse le défendre par des aspects qui lui sont personnels, des histoires qui lui sont personnelles, et accepter en tant qu'enseignant que on n'a pas toutes les clés, loin de là, et tout ce qu'on peut faire, c'est l'accompagner vers un développement de ses hypothèses ou des solutions qu'il a proposées. Donc ça, c'était pour la continuité. En ce qui concerne l'interaction, alors là aussi, le nombre d'exemples serait important. Je vais en prendre qu'un seul. C'est un modèle qui est proposé par Dominique Bucheton, qui est de l'Université de Montpellier, et qui réfléchit à comment est-ce que je facilite le faire, je facilite le comprendre, je facilite le apprendre. Comme si, quelque part, j'observais et j'accompagnais ou j'étayais l'activité des personnes d'où je suis voilà, enseignante, ou je ne sais pas si le mot enseignant convient plus, en plus, je dirais plutôt accompagnant. Comment ces groupes d'étudiants peuvent-ils être accompagnés ou étayés dans l'avancement de la réflexion? Et bien sûr, là, on a tout un travail à faire sur les aspects langagiers et cognitifs qui s'en dégagent, parce que là, lorsque la tâche est présentée, on a diversité de comportements, et aujourd'hui, on ne sait pas forcément analyser tous ces comportements. Ils peuvent être langagiers, mais aussi organisationnels. Je m'explique. Ici, on est dans une salle, il y a plein de bureaux, c'est un open space, mais est-ce qu'on a encore les moyens par les travaux que nous avons réalisés en linguistique d'analyser toutes ces situations qui peuvent être soit isolées de personnes qui réfléchissent là-bas au fond, soit quelqu'un qui fait une démonstration à quelqu'un d'autre à droite, un père qui raconte quelque chose ou qui explique sa théorie à l'autre, ou la personne qui est complètement isolée là-bas au fond et qui fonctionne avec les ressources qu'elle trouve sur son téléphone. Donc, il y a beaucoup de questions à avoir sur cette interaction. Pourquoi? Parce que on peut avoir en tant qu'enseignant des postures différentes. C'est ce que propose le modèle de Bucheton et Soulet, où notamment on a des postures de contrôle. On pilote la situation. On va donner au groupe l'information complète. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait souvent. Hein. Lorsqu'on arrive en amphithéâtre, on lui pose la situation, on parle au groupe complet. Et puis, on peut avoir des postures beaucoup plus, on va dire, secondaires avec l'accompagnement. On aide ponctuellement un individu parce qu'il a posé une question à surmonter un obstacle. Ou encore, eh bien, on fait peut-être à la place 2, c'est le surétayage ou le contre-étayage. Là, l'idée, c'est si on fait à la place 2, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Est-ce qu'on peut faire à la place 2 aujourd'hui, sachant que chacun a son histoire et chacun aura une autre histoire lorsqu'il aura quitté votre cours en l'occurrence. Et bien sûr, en parallèle, il y a des postures apprenantes. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une attitude, vous, en tant qu'enseignant, que quelque part, l'apprenant n'a pas du répondant. Et certains vont se lancer dans la tâche sans réfléchir. Et d'autres vont détourner la tâche parce que celle-ci ne leur plaît pas. D'autres, enfin, vont refuser et vont abandonner votre cours, vont abandonner la tâche que vous leur avez demandée ou peut-être simplement copier sur le voisin. Donc, il y a une forte relation entre ce que vous véhiculez comme posture et ce que les apprenants vont vous rendre. Et entre les deux, eh bien, il y a des tâches, des techniques, des savoirs, des situations que quelque part, par l'analyse que nous, chercheurs, nous pourrions mettre en place, analyser et bien sûr peut-être recommander des modes de fonctionnement qui seraient plus proches du développement éthique que d'autres. Et enfin, pour illustrer l'aspect pluriculturel, je voulais vous transmettre un petit travail que j'ai réalisé dans une structure à peu près de 200 personnes où on a demandé à des étudiants, des professionnels, des vacataires qui donnent des cours, mais aussi des enseignants, des chercheurs. On leur a demandé, pour toi, ça serait quoi la compétence qu'il faudrait développer pour permettre à l'étudiant de trouver sa voie et bien sûr de trouver un travail dans lequel il est bien pour le reste de sa carrière. Eh bien, vous voyez toute la diversité ici à l'écran. Alors, les étudiants, quand il y a écrit Math Kills, c'est tout ce qui est de l'ordre de la passion et des loisirs. Les étudiants disent clairement que notre université ne tient pas suffisamment compte de ces aspects-là et ne leur permet pas de trouver un épanouissement personnel parce qu'ils sont passionnés de musique, de je ne sais quoi, de sculpture. Eh bien, à l'université, ils ne retrouvent pas ces aspects-là, donc ils ne rentrent pas dans les autres compétences. On a les professionnels qui sont très centrés sur les situations professionnelles et qui nous ramènent des témoignages.
Pour eux, c'est par le témoignage que l'apprentissage se fait et quelque part, l'université, pour eux de demain, doit passer par des histoires réelles qui se sont déroulées et qui pourront permettre à chacun des étudiants de, quelque part, de trouver leur propre solution, d'avoir une opinion sur les modalités de solution qui ont été proposées à l'époque. Et puis, on a au milieu quelque chose qui s'appelle les compétences méthodologiques. Et là, c'est plus particulier dans le sens où aucun des acteurs n'a mis l'accent sur ces compétences méthodologiques. Et là, on a peut-être aussi un rôle à jouer dans cette transformation de notre université en se posant la question, ces compétences méthodologiques, elles sont importantes pour tout le monde, mais tout le monde dit que c'est difficile et que peut-être qu'ils n'y rentreront jamais. C'est comme la compétence méthodologique était un peu loin des préoccupations de ces acteurs, même si je pense que cette compétence méthodologique fait partie de l'évolution et quelque part du développement de chacun d'entre nous. Est-ce que nous ne devons pas être compétents méthodologiquement avant d'être compétents socialement, personnellement, sur des métiers? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette compétence est la plus difficile à percevoir chez les individus aujourd'hui. Et dernier point, c'est la mise en œuvre, puisqu'il s'agit vraiment d'aider nos étudiants de l'université de demain à développer des compétences. Mais il y a une multitude de modalités pédagogiques aujourd'hui. Là, je vous mets à l'écran le travail qui a été fait par une cinquantaine d'enseignants, mais aussi de professionnels, qui vous montrent comment ils souhaiteraient aujourd'hui enseigner à notre université. C'est-à-dire qu'ils critiquent leur propre travail qu'ils font en amphithéâtre, et ils souhaiteraient avoir des simulateurs. Ils souhaiteraient vraiment qu'ils puissent amener leur dernière création, au sens innovation technique, au sein de notre université pour avoir l'opinion des jeunes, des étudiants. Et ils souhaiteraient vraiment qu'on mette l'accent sur les aspects d'expression et de communication pour qu'il y ait un arrêt de cette supériorité qu'on peut ressentir à l'université, mais plutôt une co-construction que, quelque part, Camille nous a interpellés à travers cette multiculturalité et cette communauté. Donc voilà, la présentation se termine, c'est la dernière diapo. Je vais simplement rappeler qu'il s'agissait de partir de la définition de l'éthique dans toute sa complexité, en passant par une thématique qui est l'approche par compétence, sachant que le mot compétence, il est difficile aujourd'hui à définir scientifiquement, pour aller vers une authenticité, une éthique de l'authentique, où la Taylor nous convie à changer nos pratiques et au moins à nous interroger sur des différentes contributions, en l'occurrence les 7 que Camille vous a présentées, pour aller vers peut-être des outils que la recherche pourrait proposer pour faire en sorte que les représentations des métiers soient autres, que la notion de genre soit autre, que le statut d'un individu soit autre et qu'une veille technologique ne soit pas que technologique, mais aussi éthique. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Camille. Ça sera un mot de la fin qui sera très bref. Merci beaucoup, Christa. Donc voilà, en espérant que ça vous ait intéressé. Alors, c'est une présentation qui est foisonnante, hein, donc du coup, sans doute y a-t-il eu des points sur lesquels vous avez pu avoir davantage envie de réagir que d'autres. Mais si je peux avoir une dernière chose à dire là-dessus, c'est vraiment que l'idée, je trouve, la plus intéressante chez Taylor, c'est cette idée qu'on se construit comme sujet humain par une succession de choix moraux. Que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans notre construction. Et je pense, ce sera mon mot de la fin, que c'est valable dans toutes les trajectoires des étudiants qu'on accompagne, et pas uniquement par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le cadre de leur éducation formelle. C'est-à-dire que quand on pense selon ce prisme-là, il y a bien sûr les choix auxquels ils vont être confrontés dans leur parcours scolaire, mais tout aussi bien dans tout ce qui est de l'ordre de la formation informelle, dans l'intégration de leur rapport aux œuvres culturelles, de leur rapport aux pairs, de leur rapport à leurs engagements citoyens, quoi que ce soit. Chaque individu qui est en face de nous et qu'on essaye de former au mieux. Une approche beaucoup plus complexe et vraiment avec cette idée que le devenir authentique et le devenir autonome ne dépend jamais de l'action d'un seul acteur.
fait. C'est toujours d'une très grande pluralité d'acteurs dont aucun n'a un contrôle complet sur ce qui se fait. Et du coup, voilà, je trouve que c'est à la fois une manière de ressaisir un peu en fait notre propre posture en tant que formateur d'une façon peut-être à la fois plus modeste, mais à mon sens, et ça c'est mon avis, plus stimulante aussi. Voilà. Merci beaucoup.